Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est ça vous regarde en direct avec à la une ce soir le reconfinement qui se poursuit au moins jusqu'au 1er décembre. Pas question de relâcher la bride, vient de déclarer Jean Castex. Les commerçants au bord de la faillite sont évidemment en colère, ulcérés aussi de voir bondir l'activité d'Amazon alors que doivent rester fermés. Ils réclament l'interdiction du Black Friday, prévu le 27 novembre prochain. De quoi s'agit-il? Peuvent-ils obtenir gain de cause? Que dit la loi anti-gaspillage sur le sujet? On en parle dans un instant dans notre grand débat. On parlera aussi de la démocratie confinée en ces temps de crise sanitaire. Jean-Louis Debré doit remettre son rapport sur un éventuel report des élections régionales d'ici la fin de la semaine. Et si l'on passait enfin au vote par correspondance? Les Américains le font, pourquoi pas nous? Face à face à suivre sur ce plateau. Enfin, nous rejoindrons notre correspondant aux États-Unis, à Washington précisément, alors que Donald Trump n'a toujours pas reconnu sa défaite. Richard Verly nous dira comment se passe cette transition pour le moins chaotique entre les deux administrations. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR pour réagir tout de suite. Place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Émission masquée, contraintes sanitaires oblige. Et puis pour l'exemple également sur LCP, merci d'être fidèle à cette émission. C'était attendu, c'est maintenant officiel. Reconfinement du pays qui se poursuit au moins jusqu'à la fin du mois. Nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangées, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Voilà, extrait de la conférence de presse du Premier ministre tout à l'heure. Pas de changement, donc 15 jours après le début du reconfinement, l'heure est donc toujours au tour de vis. Et c'est un drame, un véritable drame pour les commerçants. On en débat ce soir avec vous, Mounir Mahjoubi. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes député En Marche de Paris, ancien secrétaire d'État au numérique et auteur d'un rapport remarqué, c'était il y a quelques mois, sur Amazon et son impact sur l'emploi en France. Bienvenue sur ce plateau, Francis Palombi. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Votre avis compte. Va-t-il être entendu auprès des pouvoirs publics? On va en discuter ce soir. Et puis nous sommes par Skype ce soir avec Ismaël Ould. Ismaël Ould, il est là. Bonsoir. Il a la chance derrière son écran de ne pas être masqué. Vous êtes entrepreneur dans le e-commerce, cofondateur de l'entreprise Wind. C'est une start-up qui édite des logiciels pour aider les entreprises à vendre en ligne. Vous allez nous raconter comment vous travaillez pendant cette crise sanitaire avec les élus, avec les mairies, notamment en zone rurale. Je précise à nos téléspectateurs, je remets mon masque, que nous avons évidemment bien sûr sollicité Amazon pour ce débat et particulièrement Frédéric Duval, son directeur général France. L'entreprise a décliné l'invitation. Enfin, bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam. Ravi de vous retrouver. Bonsoir. C'est vous qui ouvrez le bal comme chaque soir et qui m'accompagne avec votre billet d'actu. Si j'ai bien compris, tout de suite, on y va. Si j'ai bien compris ce soir, Stéphane, les commerçants au bord du gouffre réclament la suppression du Black Friday. Si j'ai bien compris, Myriam, surtout, le Black Friday fait désormais partie des traditions françaises. Pourtant, il y a encore 10 ans, c'était un phénomène quasiment inconnu chez nous. Le seul moment où on en parlait, c'était parfois au journal télévisé. On voyait des images de bousculades monstrueuses, là, comme on voit dans les supermarchés américains. Et on se disait, mais ils sont complètement dingues, ces Américains. Mais cette frénésie de consommation, mais c'est ridicule. Voilà un truc qui n'arrivera jamais en France. Et finalement, c'est arrivé chez nous. Eh ben voilà. En 2012, ce sont Auchan et la Fnac qui ont été les pionniers. Et puis vous savez, on a tellement l'habitude d'imiter les Américains dans notre pays que le succès finalement du Black Friday a été assez fulgurant. Selon la Chambre de commerce de Paris, en 2014, il y avait 3% des commerçants à Paris qui faisaient le Black Friday et
5 ans plus tard, c'est-à-dire l'an dernier, ils étaient 67%. Alors évidemment, ce qui change la donne cette année, c'est que ce Black Friday intervient en plein reconfinement. Évidemment, c'est ça qui change tout, puisque vous le savez, le gouvernement, il vient de le confirmer, il a décidé d'interdire la vente des produits non essentiels, à la fois dans les petits commerces et dans les grandes surfaces, et ça jusqu'au 1er décembre. Sauf que le Black Friday, lui, c'est le 27 novembre, donc il aura lieu avant, évidemment, d'où la colère des fédérations de commerçants. Nous avons ici un représentant avec M. Palombi. Qui hoche la tête, hein? Bien sûr, parce qu'il imagine bien que tous ses clients risquent d'être piqués par les plateformes en ligne. Donc, M. Palombi et les autres fédérations ont publié une tribune dans le JDD ce week-end. Vous voyez, on va voir le titre de cette tribune qui exigeait donc l'interdiction du Black Friday. Alors, malheureusement, M. Palombi, vous avez vu que dès le lendemain, le ministre de l'économie vous a dit qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre? Moi, je peux pas tout faire. En tout cas, je ne peux rien faire pour empêcher le Black Friday. Il a dit ça sur BFM Business. Donc, nous aussi, on cherche à faire des économies. Donc, plutôt que de mettre le sonore qui coûte très cher, on a juste mis une capture d'écran. Arrêtez de nous faire mal, s'il vous plaît, Stéphane. Ce qui est un peu étrange dans ce dossier, c'est que l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, elle explique que si, le Black Friday est interdit par la loi. Ah oui, vous avez vu ça, c'était dimanche. Brune Poirson, donc, elle a publié un petit tweet sur lequel elle disait « Mais enfin, le Black Friday, il est déjà interdit en France grâce à la loi anti-gaspillage que j'ai fait voter en début d'année. » Bon, alors là, quand même, elle exagère un petit peu son rôle, et notamment si elle prétend avoir interdit le Black Friday, parce que quand elle était chez Bourdin l'an dernier, qui lui a demandé « Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez l'interdire, le Black Friday ?» Voilà sa réponse. Vous seriez favorable à une interdiction? Moi, je ne crois pas à l'écologie qui est imposée par le haut en tapant sur la tête des gens. Je ne crois pas à cette vision-là de l'écologie qui est une écologie punitive, presque dictatoriale. Oui, amusant. Totalitaire l'an dernier, et puis finalement, elle n'est pas contre cette année. Alors, est-ce qu'il interdit le Black Friday ou pas, le texte de loi? Alors, ce qui est interdit par la loi, ce que la loi interdit aux commerçants, en fait, c'est de chercher à faire croire qu'ils organisent des soldes, alors qu'en fait, ils n'organisent que des promotions. Donc, on se demande, mais quelle est la différence? Bon, la différence, c'est que les soldes, ça correspond à des périodes très précises, c'est très encadré, très surveillé, et les commerçants ont le droit de vendre à perte, donc de faire d'énormes rabais dans ces circonstances. Tandis que les promotions, c'est des petits rabais que les commerçants peuvent faire quand ils veulent au cours de l'année. Il n'y a pas vraiment de contrôle là-dessus. Alors, on va prendre un exemple concret pour voir comment ça... C'est un peu tendancieux. Vous faites bien, on écoute. Donc, c'est un exemple qui a été pris dans Que choisir en 2018. Vous voyez, là, c'était sur Amazon. Il nous disait, attention, une réduction de 60%. Vous voyez, un rasoir qui était vendu 400 € au départ, finalement, on vous le propose pendant le Black Friday à 159 €. Ouais, sauf que choisir fait son enquête et il se rend compte qu'en fait, ce rasoir n'a jamais été vendu 400 €. Au contraire, il était vendu 185 €. Donc, ce n'est pas moins 60% de réduction que propose Amazon. C'est juste un petit rabais de 15% qu'il augmente artificiellement en inventant un prix de vente qui n'existait pas. Donc, en fait, on a vraiment l'impression là que Amazon cherche à nous faire prendre pour des soldes à moins 60%, un petit rabais de 15%. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir si le Black Friday, finalement, ne tombe pas sous le coup de la loi et ne pourrait pas être interdit au nom de cette loi. Eh bien, très bonne question. On entre dans le vif du sujet et je vais d'abord me tourner, vous me pardonnerez, monsieur le législateur, de commencer avec l'acteur de terrain que vous êtes, Francis Palombi. Même si on voit qu'il y a des tours de passe-passe autour de ce Black Friday, c'est un affront pour vous, pour les commerçants que vous représentez, qu'ils puissent se tenir avant la possible réouverture du 1er décembre? Oui, le mot affront, je ne sais même pas si c'est un affront, c'est une déception. Parce que ça prouve que l'État ne peut pas empêcher une concurrence déloyale dans le cadre de ce confinement. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est que devant le directeur d'Amazon était sur une chaîne, je ne sais pas laquelle, peu importe, et il expliquait, il était l'abbé Pierre du petit commerce. Et Bruno Le Maire est apparu quelques instants, il a dit Amazon, en ce moment, c'est notre ennemi. Et 2 jours après, il disait il ne faut surtout pas prendre Amazon comme bouc émissaire. Comme un bouc émissaire. Alors, c'est pas tout à fait le même discours. Il disait qu'Amazon, c'est simplement 20% du commerce en ligne. Alors, donc, on ne faudrait pas focaliser. On va venir sur Amazon dans un instant, mais je voudrais quand même me tourner vers le député que vous êtes, puisque ce Black Friday qui tombe en plein reconfinement, malgré tout, c'est de la concurrence déloyale. Elle est manifeste. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une provoque.
C'est une provocation, disent les commerçants. Vous avez un texte anti-gaspillage, là. On peut s'en servir ou pas? Black Friday, c'est de la provoque. Black Friday par Amazon, c'est de la super provoque. Ce qui est interdit par la loi, c'est de faire semblant de faire des soldes alors que ce ne sont pas des soldes. Black Friday, vous avez donné un exemple, c'est très souvent et très régulièrement, et notamment sur Amazon, de l'arnaque. Parce qu'on fait croire, avec effort de surreprésentation de la promotion, avec effort de surreprésentation de l'intérêt financier qu'a la personne à acheter ce lot plutôt que ce lot, que ce serait un moment incroyable, exclusif, limité dans le temps, une seule fois, alors qu'en fait, si les gens prennent le temps de comparer le prix des objets, ils verront que cette promo n'existe pas. Sauf qu'il a quand même lieu le 27 novembre. Attention, le Black Friday qui serait un Black Friday responsable uniquement sur la partie promo. La réalité, c'est quoi? C'est que dans le Black Friday qui va arriver vendredi, je ne l'ai pas encore vu, mais 90% des offres vont être des petites promos simplement très bien mises en page qui vont vous donner envie. Et à l'intérieur de ça, il y aura des super réductions. S'il y a des super réductions qui font faire de la vente à perte, c'est-à-dire qui font des soldes alors que ce n'est pas les soldes, là, on pourra les poursuivre. Mais comment, on pourra les dénoncer. Mais comment? Ça sera trop tard, a posteriori. Elles auront lieu, ces soldes. Vous n'allez pas poursuivre les consommateurs derrière. Écoutez, vous savez, chaque année, les producteurs, les fournisseurs. Chaque année en France, la DGCCRF, elle poursuit les commerçants qui font des fausses soldes et les grandes surfaces qui font des fausses soldes. Vous l'auriez signé la tribune du JDD pour que... Moi, vous savez très bien que je soutiens les commerçants depuis toujours, que je considère qu'Amazon a un impact négatif sur notre économie, qu'aujourd'hui Amazon fait du PME washing. Si vous allez sur la homepage, la page d'accueil de Amazon, il y a écrit PME à chaque page, il y a écrit Made in France à chaque page. Sauf qu'en vrai, ils vendent que des produits fabriqués à l'étranger, ne payent pas leurs impôts en France ni en Europe, et ils font croire qu'ils sont les héros des PME. Mais dans ce dossier, pour bien comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a Bruno Le Maire qui dit « J'ai essayé d'aller voir ces discounts, allez, on va les nommer, les grandes enseignes, les grandes plateformes et Amazon. » Certains ont dit « Pourquoi pas le reporter après le 1er décembre, le 4, c'était la date. » Amazon a dit non. C'est Amazon qui fait la loi? Moi, je vais vous dire une chose. Quand j'étais secrétaire d'État, Amazon a refusé de signer tous les protocoles d'engagement qu'ont signé toutes les autres plateformes. Cdiscount s'est engagé, Darty.fr s'est engagé, Fnac.com s'est engagé, Rakuten s'est engagé, tout le monde a signé. Respect de la relation avec les PME, respect des délais de paiement, respect des délais de contestation, réponse aux consommateurs. Ils ont tous signé cette charte d'engagement. Le seul qui refuse, c'est Amazon. Sur le Black Friday, le seul qui refuse de s'engager, c'est Amazon. Alors, je vais me faire juste l'avocat, vous l'avez cité, d'Amazon un instant, Frédéric Duval. Bon, les invités, ils ne sont pas là. Et vous savez, à chaque fois qu'on l'invite à l'Assemblée, il ne vient pas. Il vient que si on l'oblige dans le cadre d'une commission d'enquête. Et quand il vient, ses paroles sont limites. Moi, j'avais demandé à ce qu'il soit poursuivi parce que j'ai considéré qu'il avait menti dans le cadre de la commission d'enquête sur la grande distribution. Et j'espère bien le faire reconvoquer à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une nouvelle commission d'enquête. Pour moi, ce monsieur Duval est un élément perturbateur de notre économie. Et je pense surtout que ce monsieur a très peu de respect pour les élus et très peu de respect pour les gouvernements européens. Et peut-être pour les commerçants. Il dit ça prend 3 jours d'ouvrir un compte Amazon et de commencer à vendre ses produits sur la plateforme. Il dit c'est le moment où les Français, évidemment, font des économies, mais aussi pour les vendeurs, les vendeurs tiers qui veulent écouler leur stock, les fournisseurs, c'est difficile de les laisser tomber. C'est recevable, ces arguments-là? Non, ce n'est pas recevable, madame, parce que d'abord, c'est inadmissible. Alors, par rapport à interdire, d'après ce que j'ai cru comprendre de par la loi, mais messieurs, vous êtes certainement encore plus férus que moi. Parlons plus de Mounir, parce que moi, je viens de découvrir le sujet. Monsieur le député... J'ai retenu qu'en fait, que pratique frauduleuse dans le domaine du commerce, c'est quand même 2 ans de prison. Ce que m'a dit ce matin... Et on condamne chaque année. L'un des responsables de haut niveau de Que Choisir, c'est que l'opération par elle-même, on ne peut pas l'interdire, mais la publicité, comme vous l'avez montré tout à l'heure avec l'exemple, ça, c'est... D'ailleurs, Delphine Batho avait fait une proposition, et ça, c'est jouable écologiste. Tout au moins de les embêter, pour pas dire... Ça, ils l'ont accepté. Suspendre la publicité du Black Friday avant le Black Friday. Arrêter l'opération, peut-être pas. Suspendre la publicité, oui. Bon, et contrôler son contenu. Alors, je voudrais vous faire entendre... Christelle. Christelle, bonsoir. Vous êtes en duplex avec nous depuis Brignais. C'est une ville près de Lyon. Merci d'être avec nous. Cri d'alarme d'une commerçante ce soir. Vous possédez une boutique de prêt-à-porter, une boutique de multimarques. Non, pas prêt-à-porter. Ouais. Allez-y. Je précise bien que ce n'est pas une boutique de prêt-à-porter, c'est un concept store, une boutique de créateurs. Donc en plus de ça, ça a une particularité. C'est que je représente aussi beaucoup d'entreprises françaises, de petits créateurs français
et sinon des entreprises qui font du commerce équitable. Donc en plus de ça, je ne suis pas du tout dans ce créneau-là. Alors vous allez nous dire ce que vous vivez concrètement sur le terrain, parce que évidemment votre boutique est fermée. D'abord sur le Black Friday, ça vous écœure ce Black Friday en ce moment? Il faudrait boycotter le Black Friday? Alors le Black Friday m'a toujours écœurée. Je ne l'ai jamais pratiqué en ce qui me concerne. Mais jamais. J'ai toujours refusé parce que pour moi, c'est de la concurrence déloyale, totalement. Pour pratiquer du Black Friday, il faut pouvoir pratiquer des marges énormes. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des commerçants, et surtout quand on fait du Made in France, qui est d'ailleurs devenu à la mode, mais à l'époque, quand j'ai commencé, ce n'était pas à la mode. Quand on fait du Made in France, on fait une marge ridicule. On fait une petite marge qui nous permet à peine de vivre. Donc autant vous dire que de faire des soldes, déjà, on y perd. Faire du Black Friday un mois avant Noël, 1 mois et demi, c'est totalement hallucinant. C'est totalement... je veux dire, ça ne devrait pas être permis. Christelle Thierry, racontez-nous exactement ce que vous vivez. On imagine qu'une grande partie de votre chiffre d'affaires dépend de Noël. Aujourd'hui, comment vous vous débrouillez? Vous faites un peu de vente en ligne ou rien du tout? Alors, pour vous répondre, j'ai toujours fait du réseau social. Ça fait 7 ans que j'ai ma boutique. C'était une reconversion professionnelle. J'ai toujours été sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je publie régulièrement, quasiment tous les jours. Il se trouve qu'en ce moment, je suis obligée de publier beaucoup plus, plusieurs fois par jour. Ça prend un temps de fou. J'essaye de faire de la livraison à domicile. J'essaye de faire du click and collect. Je fais des envois postaux. Je propose aussi, si mes permanences click and collect ne conviennent pas aux personnes, de les recevoir sur rendez-vous. Néanmoins, c'est quoi? Ça va être... c'est du bricolage. C'est combien? C'est du bricolage. C'est combien par rapport à ce que vous faites d'habitude? Ça ne compense pas vos pertes, évidemment. Je ne peux pas le dire parce que la première semaine, j'ai beaucoup d'amis, de soutien, de clientes qui sont venues me soutenir la première semaine. Les semaines qui vont venir, à mon avis, ça va être beaucoup moins. Et je pourrais vraiment le dire à la fin du mois. Mais ce qu'on peut dire, c'est que novembre et décembre, ça représente 40, voire 50% du chiffre d'affaires annuel. Et cette année, c'est encore plus important parce que ce chiffre d'affaires-là, je pense que tous autant que nous sommes au niveau des commerçants, on pensait pouvoir compter sur ce chiffre d'affaires pour compenser les pertes du confinement du printemps. Donc c'est non seulement le confinement du printemps, mais c'est également tout le reste de l'année parce que faut pas croire, mais il y a des mois qui sont vraiment très très bas. Est-ce que vous craignez un dépôt de bilan en cette fin d'année? Alors, bien évidemment. Ma trésorerie, j'ai toujours réussi à la maintenir contre vents et marées, malgré les gilets jaunes, malgré des tas de manifestations, malgré la morosité ambiante. J'ai toujours réussi à retomber sur mes pieds. Là, cette année, c'est la première fois que je dors plus la nuit, que vraiment j'angoisse, mais vraiment, absolument, que je bosse 10 à 12 heures par jour pour essayer de sauver mon petit commerce. Mais il faut savoir qu'un petit commerce, voilà, on travaille comme un chef d'entreprise, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous le 1er décembre? Si le reconfinement se poursuit, qu'est-ce que vous faites? Vous rouvrez coûte que coûte? Je l'ai déjà dit sur France Inter hier soir. Oui, le 1er décembre, j'ai prévenu tout le monde. Je rouvre le 1er décembre. Confinement ou pas confinement, tant pis, on pourra m'imposer une fermeture administrative. Mais quoi qu'il arrive, fermeture administrative ou pas, de toute façon, si je ne réouvre pas, je mets les clés sous la porte à la fin du mois de décembre. Un instant. Et je ne suis pas la seule. Voilà, justement, Christelle, elle dit « je ne suis pas la seule ». Vous avez des remontées comme ça, je rouvrirai quoi qu'il arrive le 1er décembre? Elle a raison. Parce que je défends, bien sûr, Madame le sait, tous les secteurs du petit commerce indépendant de moins de 11 salariés, ou même un peu plus, ce n'est pas le sujet. Mais Madame a bien expliqué que nous avons des marges entre 2 et 3, nous, les indépendants, alors que les marges de ces grands groupes et encore plus les grands du numérique, c'est des marges avec des produits d'Extrême-Orient à 60%, à 15, à 12. Comment voulez-vous qu'on tienne le coup? Il y a une colère, parce qu'il y a aussi un sentiment de grande injustice. Qu'on puisse en sortir. Une très grande injustice et une très grande précarité. Moi, je voulais savoir, Madame, si aujourd'hui, vous avez pu bénéficier des différents dispositifs du Fonds de solidarité, ou est-ce que pour quelques raisons, et j'en ai eu dans ma circonscription, vous passez à travers les mailles du filet parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas respectées et que donc vous ne pouvez pas toucher jusqu'aux 10 000 € par mois de compensation, plus les 1 500 € par mois, etc. Donc je veux savoir si vous aviez réussi à bénéficier de ça. Alors,
votre question tombe très bien parce que justement, on n'a aucune information à ce niveau-là. D'accord. Les 10 000 € nous les fait miroiter depuis 15 jours, sauf que j'en ai discuté avec des amis qui sont dans la même situation que moi. On ne sait pas de quelle manière on peut en bénéficier. Il s'avère que moi, j'ai dû fermer depuis le 29 octobre, donc fermeture administrative totale. Les 10 000 €, je ne sais pas sous quelles conditions je peux en bénéficier et personne ne le sait parce qu'il n'y a pas un article qui dit la même chose. Et j'ai une deuxième chose à ajouter qui est très importante. C'est que 10 000 €, ça peut paraître beaucoup, mais ça peut paraître très peu aussi. Une personne qui fait un chiffre d'affaires de 5 000 €, elle sera toute contente. Une personne qui fait 10 à 14 000, elle va s'en satisfaire. Mais une boutique comme la mienne, qui fait 55 mètres carrés, donc autant dire que c'est une toute petite boutique, par rapport à des boutiques qui font 400 mètres carrés, autant vous dire que 10 000 €, ça ne représente pas la même chose. Aujourd'hui, vous me parliez tout à l'heure de novembre-décembre. Novembre-décembre, ce sont des périodes où on a les plus gros stocks. Moi, par solidarité, lors du dernier confinement, et là aussi, j'ai maintenu mes commandes. Si je ne les maintiens pas, je mets des tas d'entreprises en péril et des tas de créateurs en péril. Donc, j'ai joué la solidarité. Mais c'est bien, sauf qu'aujourd'hui, je me suis endettée. J'ai fait un premier PGE, je ne vais pas en faire un deuxième. Je venais de terminer mon emprunt, j'ai été obligée d'en refaire un deuxième. Donc, je devais pouvoir commencer à me verser un salaire correct. Je ne peux toujours pas à cause de ce confinement. Merci beaucoup, Christelle. Je trouve que ça, c'est totalement... Non, je voudrais terminer. Allez-y. L'histoire des 10 000 €. Je voudrais juste dire qu'il y a pour des personnes, quand elles ont 100 000 € de stock aujourd'hui à financer ou 200 000 €, ce qui n'est pas mon cas, heureusement, 10 000 €, c'est une goutte d'eau dans la mer. Ça ne suffira pas. Donc, toutes les aides de l'État, c'est bien, il y a des bonnes intentions, mais je crois qu'ils ne sont pas du tout en contact avec la réalité, en contact avec le terrain. C'est la faillite qui menace, et qui est là, en fait. C'est ce qu'elle nous dit, Christelle Thierry, ce soir. Et au fond, les aides n'y changeront rien. Les aides, elles changeront énormément. S'il vous plaît, c'est-à-dire que ce qui pose problème aujourd'hui avec les aides, et je l'ai dit à Bruno Le Maire hier, c'est la réalité du dernier kilomètre. Vous avez raison, madame, ça fait déjà 15 jours qu'on parle des 10 000 €, mais le dispositif, il va être activable qu'à partir de la semaine prochaine. Donc c'est vrai que si vous cherchez sur Internet, moi j'ai cherché sur Internet pour expliquer aux commerçants, c'est très dur parce qu'il n'y a rien qui est expliqué de façon détaillée. Il a expliqué que le ministre a annoncé que ce serait le cas. Donc là, maintenant, ça devient beaucoup plus clair. Vous aurez la capacité pour tous les mois de fermeture de vous faire rembourser jusqu'à 10 000 € de tous les frais fixes que vous avez eus et une compensation du chiffre d'affaires que vous n'avez pas réalisé. Sur le sujet que vous disiez tout à l'heure, que vous avez abordé, madame, et que j'ai abordé aussi, de ceux qui passent à travers les filets de la raquette. Bon, bah, effectivement, les entreprises pour qui 10 000 €, c'est pas assez, c'est-à-dire ceux qui faisaient 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, qui ont fait des énormes investissements, qui ont réaménagé une boutique, ceux-là, aujourd'hui, les dispositifs ne les accompagnent pas. On va les aider à gagner 10 000 €, on va mettre leur personnel en chômage partiel, donc au moins les emplois sont protégés, mais l'investissement, lui, est détruit. Je voudrais qu'on avance. Vous vouliez rajouter un mot là-dessus, Francis Palombi, puis je voudrais qu'on parle ensuite avec Ismaël Ould. Hors antenne, vous pourrez lui donner mon téléphone. On va le faire. Il y a un numéro unique. Mais j'ai demandé aujourd'hui à l'État, à Alain Griset, qui connaît quand même les petites entreprises, et ça, on s'en félicite, et j'ai proposé que ce numéro unique, comme ça se fait pour d'autres circonstances, parfois des catastrophes naturelles, soit sur toutes les chaînes de télé et de radio, numéro unique, et là, le numéro unique permettra aux commerçants d'être orientés vers un axe ou un autre en fonction de sa situation. Je voudrais qu'on dise un mot d'Amazon, parce qu'on a bien compris qu'il est au centre du dossier, et puis qu'ensuite on voit avec Ismaël Ould s'il n'y a pas des possibilités pour accompagner les entreprises à vendre en ligne, à mettre en place des plateformes, notamment dans les zones plus éloignées des centres-villes. Mais d'abord, évidemment, on l'a compris, qui dit Black Friday dit Amazon. Faut-il le diaboliser, le boycotter? A-t-il véritablement tiré son épingle du jeu dans cette crise? Oui, mais avec quelle ampleur? Les clés pour comprendre avec Nathalie Guillois. Combien pèse Amazon? Pour le secrétaire d'État au numérique Cédric O, non, Amazon n'est pas si important que ça en France. Il y a actuellement une psychose française sur Amazon qui n'a pas beaucoup de sens. Le e-commerce, c'est 10% du commerce en France. Amazon, c'est 20% du e-commerce en France. Il n'y a pas un pays européen où Amazon est plus bas qu'en France. Pour autant, le géant américain est à la tête du top 5 des sites où les Français dépensent le plus, devant Cdiscount, Vip, Fnac ou Darty. Tout commence en 1994 pour Amazon, créé par l'homme d'affaires Jeff Bezos.
qui est devenu avec cette plateforme l'homme le plus riche du monde. Au total, c'est près d'1 Français sur 3 qui achète sur Amazon. Amazon a-t-il réellement profité du premier confinement? Étonnamment non. Selon une étude du cabinet Kantar, sur 100 € dépensés en ligne par les Français, 13 le sont sur Amazon. Le géant américain a perdu 8 points de part de marché durant cette période. Une baisse qui pourrait s'expliquer par l'interdiction de vendre des produits non essentiels durant 5 semaines. Un recul à relativiser bien sûr car Amazon a triplé ses bénéfices au niveau mondial au 3e trimestre 2020 pour atteindre 96 milliards de dollars. Faut-il diaboliser Amazon? Pour certains, oui. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, n'hésite pas à appeler au boycott d'Amazon. Idée reprise par la maire de Paris. Je le dis vraiment aux Parisiennes et aux Parisiens, n'achetez pas sur Amazon. Amazon, c'est la mort de nos librairies et de notre vie de quartier. Achetez chez votre libraire. Certains maires refusent même l'implantation d'Amazon dans leur commune aujourd'hui. Dans ce contexte, Olivier Faure relance l'idée d'une taxe GAFA. Je propose qu'il y ait une taxe exceptionnelle sur les GAFA qui permette justement d'aller abonder un fonds de solidarité en faveur de ceux qui sont obligés de fermer aujourd'hui. Mais pour l'instant, l'exécutif écarte toute taxe exceptionnelle. Mounir Majoubi, le gouvernement n'est pas un peu en deçà de ce qu'il faudrait faire pour mettre de la pression sur Amazon quand on entend Cédric O dire au fond il faut arrêter de diaboliser, ou Bruno Le Maire dire que ça n'est pas un bouc émissaire, il ne faut pas en faire un bouc émissaire? Amazon n'est pas la cause de tous nos maux. Mais par contre, Amazon pose un gros problème. Donc c'est ça, c'est simplement ça l'équilibre qu'il faut avoir. Moi, j'ai essayé à travers mon rapport d'apporter un éclairage sur l'impact d'Amazon sur l'emploi. Je regarde aujourd'hui l'impact d'Amazon sur l'économie. La Commission européenne aujourd'hui regarde l'impact d'Amazon sur l'économie et dit on va les poursuivre, on va mener une enquête de la Commission. C'est énorme une enquête de la Commission. Ils détruisent plus d'emplois qu'ils n'en créent. Ça, c'était mon rapport. Et la Commission, elle va enquêter sur de quelle manière Amazon a arnaqué les PME qui vendaient sur son site en regardant les comportements des consommateurs qui achetaient chez ces PME à travers Amazon, et comment Amazon a fait je vais regarder, et tout ce qui marche bien, je vais le faire moi-même. Donc en fait, ils ont... Une forme de piratage. C'est du piratage complet. Et donc maintenant, il va y avoir une enquête européenne sur ça. Il y a des lois, mais qui ne sont pas votées, des propositions. Un moratoire sur les entrepôts. On arrête de construire des entrepôts. Il y a même des élus de terrain qui ne donnent pas des permis de construire. Il faut les soutenir. J'ai fait, si je peux m'exprimer un instant sur le sujet, mais là, je m'adresse à toi et à monsieur le député. Ça fait plusieurs mois que j'ai fait une pétition. Nous avons fait une tribune avec des centaines de collectifs, des députés, certains députés tout au moins, pour que l'équité en termes d'urbanisme et en termes de paiement de la TASCOM s'applique aux grands dépôts numériques, Amazon ou autres, même des dépôts français, parce que quand on fait une loi, on ne la fait pas un peu pour les Français, un peu pour les internationaux, ce serait une loi, c'est une loi. Eh bien, actuellement, nous ne sommes pas entendus, je pense que ça vient de très très haut niveau de l'État, je ne citerai pas le président de la République. Vous ne l'avez pas cité, c'est bon. Mais j'y pense. Eh bien, on ne veut pas toucher à Amazon, on ne veut pas, alors que ce serait très facile de revoir le statut des entrepôts Amazon qui sont considérés aujourd'hui comme un entrepôt. Parce que les grandes surfaces, quelles qu'elles soient, ont des entrepôts pour approvisionner leurs magasins. Eh bien, Amazon, pour s'installer, un permis de construire, pour lequel il est en cachette jusqu'au bout, avec des comptes. L'avance masquée, c'est-à-dire qu'Amazon ne dit jamais que c'est Amazon quand il sollicite au départ dans une ville. Après, il y a une étude de territorialité et une autorisation du préfet. Et le dépôt secret, bon, il y a des collectifs, il y a des luttes, il y a des révoltes, et la TASCOM n'est pas payée puisque c'est un dépôt. La TASCOM, c'est quoi? La TASCOM, la taxe sur les mètres carrés au-delà de 400 mètres carrés. Le député va vous répondre, Mounir Majoubi, là-dessus. Toutes les grandes surfaces, tous les distributeurs. Est-ce qu'il y a un traitement de faveur fiscal? Sauf Amazon qui, lui, ne paye pas cette taxe. Mais Amazon, parce qu'il est considéré comme un simple dépôt, mais ce sont des dépôts de vente. Et ça, monsieur le député, il faut que vous preniez acte de cela. Peut-être vous heurtez un peu au plus haut niveau de l'État. Vous voyez que j'ai jamais eu trop peur de ça, quand même. Alors, réponse. J'ai jamais eu trop peur de ça, Francis. Ah non, je sais. Est-ce qu'on pourrait porter un amendement là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Amazon, il n'y a pas un traitement de faveur pour Amazon. C'est juste qu'Amazon va plus vite que notre capacité de nous adapter aux transformations de l'économie. Les entrepôts, ils n'ont jamais été des magasins virtuels plus gros qu'un centre commercial.
depuis Amazon, il se trouve qu'on a des entrepôts qui d'habitude étaient des plateformes neutres, c'est-à-dire qu'on vient livrer et qu'ensuite c'est vendu quelque part, et ce quelque part on le taxe très bien. Quand même, on tape un peu sur les grandes surfaces. Mais vous n'avez pas l'impression que cette majorité traîne un peu les pieds à légiférer? Non, j'y crois pas. Je pense que Amazon va très très vite, et je pense qu'on va pas assez vite. Ça, c'est sûr. Mais qu'Amazon va très vite. S'ils vont plus vite que vous, c'est que vous n'êtes pas assez rapide. Ils vont plus vite que le monde entier. Ils vont plus vite que les États-Unis. Ils vont plus vite que l'Europe. Ils vont plus vite que la France. Donc maintenant, il faut qu'on rattrape. Décider de taxer les entrepôts Amazon, ça prend combien de temps dès lors qu'on est d'accord? Ça peut aller très vite. Moi, je crois qu'il faut avancer dans cette direction pour une raison. Quand on installe un nouveau centre commercial, il faut plusieurs mois de consultation, il faut plusieurs engagements, il faut plusieurs décisions d'autorisation. Quand on installe un nouveau géant Amazon, sans rien dire, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis d'accord. En tout cas, le message est bien passé. Vous êtes d'accord? On va voir s'il sera suivi des faits. Bonsoir ou rebonsoir Ismaël Ould. J'aimerais vous interroger sur le débat que nous avons en ce moment avant de venir sur vos propositions. Vous-même, vous êtes au fond un peu en bataille contre Amazon. Est-ce que au fond, c'est un combat légitime ou perdu d'avance? Ou les deux? Bonsoir à tous. L'idée, je pense que le débat, c'est pas est-ce qu'on doit être contre Amazon ou digitaliser les petits commerçants. Je pense que l'enjeu, c'est les deux. Donc il y a un enjeu où comment on ramène la concurrence à un état normal. Effectivement, il y a un cadre législatif, un cadre fiscal qui doit être adapté. Aujourd'hui, le commerce a évolué, les niveaux de taxation ne sont pas adaptés. Et le deuxième sujet, c'est comment on muscle nos petits commerces, parce que comme l'a rappelé le député Majoubi, Amazon va plus vite parce qu'ils ont plus de moyens. Et donc la question, c'est sur les deux tableaux, à la fois on les ramène au normal et comment on suit. Justement, j'espère que la connexion du son de notre liaison va s'améliorer. On va essayer de le modifier, mais dites-nous comment vous, avec votre entreprise, vous aidez les commerçants à tirer profit de la vente en ligne. Alors, tout d'abord, quand j'ai créé cette entreprise, moi, au départ, c'était un combat personnel. Moi, je suis fils de commerçant hôtelier. Donc, cette transformation que connaît le retail maintenant, c'est important de le savoir. L'hôtellerie l'a connue il y a 15 ans. Donc, on a eu des plateformes, ce n'était pas Amazon, mais c'était Booking. Et aujourd'hui, Booking prend 17% de quasiment toutes les réservations. Et il faut comprendre que cet exemple est important parce que c'est ce qui attend nos petits commerces. La question, c'est cette paupérisation de nos petits commerces. Est-ce que demain, on veut tous qu'ils travaillent sous le joug d'Amazon? Parce que vous l'avez dit, ça met 3 heures à rentrer sur la marketplace, mais ça met 1 heure à se faire sortir. Donc, nous, comment on l'apporte? En donnant ces outils dans les mains des petits commerces. Donc, on a développé un modèle via les mairies, via des marketplaces locales, parce qu'aller sur Internet, c'est quelque chose de très compliqué. C'est changer son modèle opérationnel, c'est partir en ligne, c'est adapter sa logistique, c'est adapter sa communication, c'est adapter sa façon de vendre. Et donc, aujourd'hui, on a développé une plateforme qui s'appelle Mon Commerçant chez moi, qui permet aux mairies, en local, de mettre à disposition leurs commerçants comme un marché, en fait, mais sur Internet. Donc, la mairie travaille avec les associations de commerçants, communique, travaille avec les services logistiques, par exemple la Poste, pour mettre toute cette ingénierie locale, territoriale, pour pouvoir mettre en place la commande en ligne. On a bien compris, malheureusement la connexion n'est pas excellente. On va essayer de rétablir ça, Ismaël Ould. Est-ce que ça peut être une solution, Francis Paloumi? On voit que les Français demandent que les commerces de proximité puissent vendre leurs produits en ligne. Il y a quand même un gros retard en France dont a parlé Bruno Le Maire. Je crois qu'il y a seulement 2 tiers des petits commerces qui n'ont ne serait-ce qu'un site internet. Absolument. Donc 2 tiers, ça fait vraiment... Là, on a une entreprise qui propose au fond une logistique, des moyens d'encaissement, des moyens d'approvisionnement, des plateformes en lien avec les mairies, qui d'ailleurs payent une partie du coût, pour que les petits commerces de proximité se retrouvent ensemble sur des plateformes pour pouvoir acheter en ligne. L'alternative à Amazon, elle est là. Et Mounir, tu le sais, j'ai un opérateur qui travaille et que j'ai validé, qui a créé une plateforme qui s'appelle Simple Map. Simple Map, c'est une cartographie de tous les commerçants qui rentrent dans le jeu de cette plateforme, mais elle a une particularité, et je sais que tu t'étais penché sur ce dossier de Stéphane Grandjean, qui est la start-up Flackdown. Eh bien, cette plateforme, elle est sous forme coopérative. Alors, sous forme coopérative, pour les commerçants, elle a été validée d'ailleurs, elle va être validée dans la 2e tranche de l'État récemment. Eh bien, ça veut dire que pour 35 € de part sociale achetée dans la COP, le commerçant est dans la boucle,
de tous les outils, on le forme, il peut vendre dessus, il peut informer, les collectivités locales peuvent rentrer également, on le gratifie s'il a des gestes écologiques, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin, ce qui m'a horrifié quand le PDG d'Amazon a osé s'exprimer et à dire « mais moi je suis venez chez moi, de la France. vous serez bien logé. Il ne faut pas que les entreprises se laissent attirer par des gros acteurs comme ça. Il faut nous construire et très vite avec l'aide de l'État, mais vous le faites dans le plan de relance. Très très fort, parce qu'une façon de rendre désirable le e-commerce des commerces de proximité, c'est la complétude de l'offre. Honnêtement, notre petit libraire local, s'il n'est pas en réseau avec tous les autres libraires de la ville ou avec d'autres commerces de la ville, ça va être dur de le trouver, son site. Mais si en tant que Parisien, si en tant qu'habitant de Villetaneuse, j'ai un site sur lequel je retrouve tous les commerçants de Villetaneuse, tous, les poissonniers, les bouchers, les libraires, que tout est enregistré, alors j'aurai un intérêt personnel à aller sur ce site-là. Et donc c'est pour ça qu'on les accompagne financièrement. Je vais prendre l'exemple de l'Île-de-France. Alors qui paye? Si vous habitez en Île-de-France, vous touchez jusqu'à 20 000 € de la part de l'État. En tant que commune, je suis Villetaneuse, je vais mettre en place cette plateforme de ville, l'État me donne 20 000, la région me donne 10 000, et si en plus je fais ça dans le cadre d'un projet quartier prioritaire ou dans le cadre d'un projet centre-ville, alors je peux avoir un financement complémentaire. Une offre comme Wind, comme Simple Map, il existe 5 ou 6 autres concurrents comme ça aujourd'hui en France. C'est quelques dizaines de milliers d'euros à mettre en place et 1 ou 2 personnes à temps plein pour faire la tournée des commerçants. Alors finalement, ça coûte pas 10 000 € pour s'inscrire et pour mettre. Non, c'est pour la ville. C'est la ville qui installe la plateforme. C'est la ville. Pour que ça coûte quasiment rien aux commerçants. Voilà. Alors Ismaël Ould, apparemment, on a retrouvé une connexion qui est un petit peu meilleure puisque c'est vous qui pratiquez ces alternatives à Amazon, ces nouvelles plateformes en lien avec les mairies. On se rend compte que finalement, il y a une demande et donc il y a un marché pour cela. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics et des élus, qu'on accélère le mouvement? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les mesures ont été mises en place. Donc, il y a, via la Caisse des dépôts, la Banque des territoires qui a apporté une subvention de 20 000 € à toutes les mairies. Nous, en tant qu'acteurs, on s'est adapté à ce budget. Je rappelle aux maires qu'aujourd'hui, il est gratuit de pouvoir mettre en place une plateforme pour la mairie et pour les commerçants. Donc, concrètement, c'est un appel aux maires pour pouvoir contacter des solutions comme les nôtres pour mettre en place ces marketplaces locales qui permettent de recenser l'ensemble des commerçants au niveau local, de les connecter aux acteurs logistiques tels que la Poste pour leur permettre de réaliser la commande en ligne. Aujourd'hui, les solutions existent et on doit les déployer au niveau local. C'est vraiment une ingénierie au niveau de la commune qui doit se mettre en place pour permettre aux commerçants de se digitaliser. Mais il y a un gros retard en France de ce point de vue. Il y a un énorme retard. On a quasiment 50% des commerçants aujourd'hui qui attendent de passer au numérique et qui peuvent y passer. Et notre objectif, nous, chez Wind, c'est que dans les 3 à 6 mois, on puisse les y amener, forcés par l'urgence sanitaire. Merci beaucoup. On a un petit peu pu vous entendre de façon un peu plus distincte. Excusez-nous pour cette connexion. Vous aurez le mot de la fin, si vous le permettez. Non, allez, Francis Palombi. Vas-y, Francis. Non, ce que je veux dire, pour c'est représenter que les commerçants. Covid-19, qui est un drame sur le plan sanitaire, sur le plan sociétal, sur le plan économique, pour le numérique, je le dis clairement, ça nous a donné un coup de pied au derrière phénoménal. Et je peux vous dire que d'ici 1 an, il y aura peu de commerçants. On sera, tu contribueras à ce genre de choses avec ton collègue Cédric O, j'espère. Mais c'est vrai que nous avions pris du retard, mais ce retard, on va le rattraper. Vous serez prêts pour le Black Friday l'année prochaine? Allez, on va voir ça. Merci. On a d'autres moyens que le Black Friday, la fête du commerce et bien d'autres opérations non américaines. Et ce virus n'est pas éternel. Merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses ce soir. Bon courage pour cette période de reconfinement, en espérant que vous allez pouvoir rouvrir d'ici le 1er décembre. Merci Stéphane. Merci Mounir Majoubi. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. On va ouvrir à présent une petite page américaine. L'Amérique, vous le savez, a un président élu, Joe Biden, mais toujours pas de reconnaissance officielle par le vaincu. À quoi joue Donald Trump? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, direction Washington à présent pour retrouver notre Richard Verly. National. Bonsoir Richard, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez suivi pour votre quotidien suisse Le Temps, mais pour cette émission également cette campagne folle, haletante et toutes ces suites rocambolesques. D'abord, quelle est l'atmosphère sur place?
Alors écoutez, là je vous parle de Washington, en l'occurrence du National Press Club, où se retrouvent la plupart des journalistes. Eh bien, je peux vous dire que quand vous descendez dans la rue, elles sont quasiment vides, ce qui est très étonnant. On a l'impression d'une capitale fédérale endormie bien évidemment à cause du Covid, endormie également à cause de la peur des violences post-électorales. Beaucoup de façades sont couvertes de palissades de bois, et enfin endormie parce que, vous l'avez dit, il n'y a toujours pas de transition, puisque pour l'instant, Donald Trump refuse obstinément de reconnaître sa défaite et donc de passer le pouvoir à son successeur. Donc il s'entête, Donald Trump. À quoi joue-t-il précisément ? Alors c'est la grande question que tout le monde se pose. Ce qui est certain, c'est que son armée d'avocats, comme il les appelle, est à la recherche d'un smoking gun, donc cet élément qui ferait tout dérailler, qui prouverait qu'il y a eu au moins dans un État, voire plusieurs, une fraude destinée à le faire perdre. Mais pour l'instant, rien de la sorte, on n'a rien vu, et maintenant ces avocats, ce qu'ils tentent de faire, c'est de retarder au maximum la certification des résultats qui est en train de se faire, parce que vous savez, aux États-Unis, le scrutin, il est géré par chaque État. Certains ont déjà déposé leurs résultats définitifs depuis le 5 novembre. Les derniers le feront vers le 23 novembre. Donc vous voyez que la fenêtre de tir est très courte. Les avocats de Trump sont engagés dans une course contre la montre. Course contre la montre, mais guérilla judiciaire qui se poursuit. Comment qualifier cette drôle de transition entre les deux administrations ? Écoutez, pour l'instant, elle est inexistante, cette transition, et on pourrait parler d'un dialogue de sourds, puisque d'un côté, vous avez une Maison-Blanche dans laquelle on ne sait pas exactement ce qui se trame. La Maison-Blanche, elle est ici, à moins de 200 mètres de l'endroit où je me trouve. Il n'y a personne qui rentre, personne qui sort. Il y a des manifestants, mais pas très nombreux, dehors. Donc, on a l'impression d'une forteresse présidentielle assiégée. Et de l'autre, vous avez Joe Biden qui, depuis Wilmington, son quartier général du Delaware, est en train de constituer son équipe. Il vient de nommer son futur Chief of Staff, le secrétaire général de la présidence, mais ce qu'il n'a pas encore obtenu, c'est les 10 millions de dollars qui normalement sont alloués à cette transition par l'administration fédérale, parce que cette agence qui doit les débloquer est contrôlée par une fidèle de Trump qui refuse de desserrer son portefeuille. Merci beaucoup, Richard. La forteresse assiégée de la Maison-Blanche, on gardera cette expression. Merci à vous et à très vite dans cette émission. On va passer à présent à notre décryptage, en lien direct justement avec l'expérience électorale américaine. Doit-on se préparer à voter par correspondance pour les prochaines échéances régionales notamment? C'est le thème de notre face-à-face tout de suite. Face à face, qui oppose ce soir Jean-Noël Barrot, bonsoir. Vous êtes député du MoDem des Yvelines, partisan de ce vote par correspondance. Vous avez même déposé une proposition de loi en ce sens en juin dernier. Face à vous, Constance Le Grip, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député Les Républicains des Hauts-de-Seine. Un peu plus sceptique, voire plus sceptique vraiment sur ce vote par correspondance. Et dans la position d'arbitre ce soir, Bruno Cotresse, derrière son écran via Skype, vous êtes politologue au CEVIPOF, qui nous rejoindra apparemment un petit peu plus tard. Avant de vous donner la parole à tous les deux, le vote par correspondance, mode d'emploi, on voit cela avec Maïté Frémont. Avec le Covid, le vote par correspondance a pris une nouvelle dimension. Ceux qui ont donné le ton, les Américains. Ces dernières semaines, pour leur élection présidentielle, on les a vus défiler dans la rue. Au total, 65 millions d'entre eux ont glissé leur bulletin dans des boîtes aux lettres. C'est 2 fois plus qu'aux élections de 2016. Les États-Unis sont-ils les tout premiers à casser les codes institutionnels ? Eh bien non. D'autres pays ont adopté ce style pour éviter les contaminations. C'est le cas par exemple de l'Allemagne. En Bavière, en mars dernier, on a voté au municipal exclusivement par correspondance. Même constat en Suisse, dans le canton de Genève. Et pour tous, le résultat est le même. Ce mode de scrutin séduit. La preuve, avec des taux de participation beaucoup plus élevés. La France serait-elle donc à la traîne ? Détrompez-vous, cette vidéo date de 1958. On y voit le très en vogue Yves Montand en faire la promo dans les rues de Paris. Pour voter par correspondance, vous devez écrire à votre maire. Vous trouverez un formulaire dans n'importe quelle mairie. Vous pouvez aussi écrire sur papier libre. Et surtout, fournir la preuve que vous êtes obligé de voter par correspondance. Attestation fournie par votre employeur.
Sauf que 17 ans plus tard, en 1975, ce mode de scrutin est supprimé en raison des fraudes électorales, notamment en Corse. Des fraudes qui sont aujourd'hui le principal argument des détracteurs de cette manière de voter. Alors Jean-Noël Barrot, le vote par correspondance, on l'a vu dans ce sujet, ça n'est pas nouveau. Mais finalement, ce sont les fraudes qui ont eu raison de lui en France. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, à votre avis, à réintroduire sans risque ce vote par correspondance? Je crois qu'en tout cas, il faut se poser la question. Et d'ailleurs, les Français se la posent, puisqu'on a aujourd'hui un sondage qui vient d'être fait et qui montre que 7 Français sur 10 sont favorables à ce qu'en tout cas, le chantier du vote à distance soit réouvert. Sur la question de la fraude, écoutez, 65 millions d'Américains ont voté par correspondance. Donald Trump lui-même a voté par correspondance aux États-Unis. Et aujourd'hui, on n'a pas de cas de fraude avérée. Même chose en Bavière, où les élections municipales se sont tenues le 29 mars dernier, sans qu'il y ait vraiment de gros problèmes. Donc si la Suisse, si l'Allemagne savent le faire, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins, on peut se poser la question. Il y a eu quelques sujets, quelques problèmes aux États-Unis, on va en reparler. Mais pour vous, et pour ensuite avoir le point de vue contradictoire, quels sont les principaux avantages de ce vote par correspondance? Je crois tout simplement que dans un contexte exceptionnel comme celui dans lequel nous sommes, où voter vous expose à un risque de contamination, alors il faut qu'on puisse offrir des alternatives pour ne pas mettre la démocratie à l'arrêt. Et d'autre part, dans une situation un peu plus normale, il y a aussi des personnes qui, du fait de leur situation, de leur handicap, par exemple, de leur vulnérabilité, pourraient trouver dans le vote par correspondance un moyen d'exprimer leur opinion, d'exprimer leur choix, sans avoir à se déplacer dans le bureau de vote. Constance Le Grip, on se souvient du fiasco des municipales, où on a dû voter en pleine crise sanitaire avec des reports d'échéance. Au fond, est-ce que ce n'est pas le vote le plus intelligent dans le contexte ? Mais au risque de vous décevoir, Myriam Ankoua, je ne vais pas porter la contradiction à Jean-Noël Barrot et m'opposer frontalement à lui. Mais vous êtes là pour, sur ce sujet. Pour nous le dire, vous êtes libre. Moi, j'ai plutôt envie que l'on n'écarte pas d'un revers de main définitif, voire un peu dédaigneux, l'idée de réintroduire en France le vote par correspondance. J'ai bien écouté, comme Jean-Noël Barrot d'ailleurs, la réponse du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale avant-hier, de mémoire, une question d'actualité qui effectivement reprend les éléments traditionnels et régulièrement mis en avant par le ministère de l'Intérieur. J'ai passé presque 5 ans au ministère de l'Intérieur, dans le cabinet d'un ministre de l'Intérieur, et je connais cette position assez traditionnelle, je dirais, du ministère de l'Intérieur. Il considère qu'on ne peut pas rendre ce scrutin incontestable aujourd'hui. On peut certainement travailler à voir comment mettre des garde-fous, des règles très précises, ne pas tomber dans les travers et les erreurs et les fraudes, entre guillemets. Parce que le risque, c'est été constaté en 1975. C'est ça, des votants qui votent à la place d'autres, c'est ça. L'époque n'est plus la même. Le contexte n'est certainement pas celui de 1975. On a fait des progrès pour toute une série de processus et de procédures. Juste pour comprendre les fraudes, en quelques mots, quelles peuvent être ces fraudes? J'imagine, alors peut-être que Jean-Noël Barrot a beaucoup plus travaillé le sujet que moi, mais j'imagine que c'était effectivement des gens qui venaient, qui votaient plusieurs fois, des bidouillages de bulletins, etc. On ne peut pas vérifier que la personne qui dit avoir voté est bien celle-là. Il y a 2 problèmes, à mon avis, à régler. Le premier, c'est effectivement de bien s'assurer que la personne qui glisse son bulletin dans l'enveloppe, puis l'enveloppe dans l'enveloppe, puis l'enveloppe dans l'enveloppe, puisqu'il y a 3 enveloppes pour le vote par correspondance. Expliquez-nous. Quand on vote par correspondance, on va mettre son bulletin dans l'enveloppe comme dans un bureau de vote classique. On va avoir une deuxième enveloppe qui est une enveloppe d'identification qui va garantir que c'est bien vous qui votez, et une troisième qui va servir pour la poste. Pour la poste, pour l'acheminement. Donc il y a un premier problème au moment où la personne glisse son bulletin dans l'enveloppe. C'est un peu le même problème que l'on rencontre pour les procurations. Il faut bien s'assurer que la volonté de l'électeur est bien respectée. Et les fraudes que vise Donald Trump sont un autre type de fraude qui serait la manipulation des bulletins. Mais ça, au moment du dépouillement. Au moment du dépouillement. Mais parce ça, que c'est ce qui se quelque chose passait qu'on aux connaît très États-Unis, bien. pour bien comprendre, c'est qu'il y a des États qui ont considéré que des bulletins qui arrivaient après le jour de l'élection allaient être décomptés. D'autres États ne l'ont pas parce qu'ils ont chacun leur législation. Chacun a sa législation. Et ce qui s'est surtout passé aux États-Unis, et ce qui crée beaucoup d'agitation et beaucoup de tumulte, c'est que
Donald Trump a perdu les élections et qu'il ne concède pas sa défaite. C'est ça qui crée du bazar, si je puis dire. Il y a effectivement plus de bulletins de vote par correspondance que d'habitude. Il y a plus de participation que d'habitude. Entre 2016 et 2020, la participation aux élections américaines a progressé de 6 points. Entre les élections municipales en France et la dernière édition, elle s'est effondrée de 20 points. Tout ne s'explique pas par le vote par correspondance, mais clairement, le vote par correspondance explique une partie de ce résultat. Ils ont peut-être aussi été un peu surpris dans leur organisation par la très forte participation, par le sursaut démocratique qu'on a vu aux États-Unis. Reste qu'il peut y avoir des pressions à la maison quand vous mettez votre enveloppe en famille, j'imagine, dans le salon familial, alors que dans le secret de l'isoloir, vous êtes libre. Personne ne vous regarde. Non, personne ne vous regarde, mais les pressions que vous dites d'ordre familial, si tant est qu'elles existent vraiment et sur une échelle qui pourrait être considérée comme significative, elles peuvent également s'exercer au moment de l'établissement de procuration. Puis encore une fois, il faut être plutôt dans une attitude de confiance vis-à-vis du comportement électoral. Donc la crise sanitaire commande qu'on aille. Mais en tout cas, il me semble que tout ce qui peut permettre de maintenir, voire de lutter contre l'effondrement de la participation électorale, doit être regardé avec sérieux, doit être analysé, étudié très très. Alors vous êtes dans la majorité, vous êtes dans l'opposition. Il pourrait y avoir un texte de loi, même si Gérald Darmanin, ministre des élections, n'y est pas favorable. Vous pourriez faire bouger les lignes ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit un travail collectif, parce qu'il y a un sujet législatif, il faut que la loi évolue, mais il y a évidemment un sujet technique qui ne pourra être résolu que si le ministère de l'Intérieur décide d'ouvrir le chantier, y associer évidemment la Poste et les acteurs de la chaîne de ce vote à distance. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter à l'Assemblée nationale. Ça coûte plus cher à l'État ? Ça, ce n'est pas totalement évident parce que les opérations de vote sont très coûteuses. Et il y a d'ailleurs dans nos modalités électorales aujourd'hui des coûts très significatifs qui mériteraient d'être réexaminés. Je ne parle pas simplement du vote en lui-même, mais y compris dans l'acheminement de la propagande électorale. Si on décide d'ouvrir ce chantier, on le fait pour quand ? Vous savez comme moi que Jean-Louis Debré va rendre son rapport sur le calendrier des régionales et des départementales qui, vraisemblablement, crise sanitaire oblige, sera reporté. Elles seront reportées, ces élections. Il faut le faire tout de suite ? Le vote par correspondance, dès les prochaines échéances ? En tout cas, moi, je trouve, comme je dis, que l'idée d'étudier la possibilité de passer au vote par correspondance est une idée intéressante, qu'il faut ouvrir le travail de réflexion tout de suite pour éventuellement avoir eu le temps de passer en revue toutes les hypothèses, avoir étudié tous les tenants aboutissants et vu exactement quels étaient juridiquement, législativement, techniquement, administrativement les différents verrous à faire sauter pour être éventuellement, effectivement, si on arrive à mener ce travail à bien et qu'on le commence dès demain matin, mettre en place ce vote par correspondance pour les échéances prochaines, qui sont des échéances très importantes. Je ne voudrais pas qu'on considère que les élections départementales et régionales, c'est juste l'affaire des partis et des élus. Sont prévues pour mars prochain, mais qui pourraient avoir lieu en juin. Voilà. On voit bien qu'elles vont être décalées. Nous espérons, nous, les Républicains, qu'elles ne seront pas décalées plus tard que juin. Ça, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Mais ce sont des échéances électorales importantes. Beaucoup de choses sont décidées et mises en place par nos collectivités territoriales, régions et départements. Donc, il est important qu'il y ait une participation électorale de bonne tenue et clairement, nous ne souhaitons pas revivre ce que nous avons vécu pour et le premier tour et le second tour des élections municipales. Oui, je suis d'accord avec Constance Le Grip. C'est d'ailleurs ce que nous avions dit au mois de juin, quand avec les députés du groupe Modem, nous avons déposé une proposition de loi dont l'esprit a été repris au Sénat par le groupe des Républicains et le groupe du Parti Socialiste qui ont eux aussi déposé des amendements en ce sens. Ce que nous avons dit, c'est essayons de nous préparer pour les municipales, mais si nous ne sommes pas prêts pour les municipales, au moins nous aurons fait le travail, de manière à ce que si des scrutins ultérieurs devaient se tenir au beau milieu d'une crise sanitaire, nous soyons prêts à ce que les opérations électorales puissent se tenir. Et vous pensez peut-être avoir l'oreille de l'exécutif là-dessus ou pas ? Parce qu'on a l'impression que écoutez, on lira si les demain. Régionales déjà sont reportées, en juin, on lira demain le rapport du président Jean-Louis Debré. Debré. Vous pensez que c'est un sujet dont il peut s'emparer ? Oui, je pense qu'il est possible qu'il y ait dans ce rapport une incitation à ce que nous puissions avoir ce travail, ouvrir ce travail collectif. Il vous a consulté pour son travail ? Oui, comme tous les responsables de mouvements politiques, pour prendre la température et comprendre les arguments. Je lui ai fait part
de cette proposition que nous faisons, que François Bayrou défend depuis longtemps, du vote à distance. Et je souhaite vivement la retrouver dans son rapport, mais sous la forme d'une invitation à ce qu'un travail collectif puisse être ouvert. Alors on verra ce que ça donnera avec ce rapport. En tout cas, on entend votre appel. Il est temps, crise sanitaire oblige, de s'adapter et de voter, pourquoi pas, par la poste, par correspondance. Restez avec nous parce que le vote à distance, figurez-vous, est même envisagé par les députés que vous êtes, mais dans votre travail de législateur. C'est tout de suite ma journée à l'Assemblée avec Thomas Després, la crise sanitaire qui pourrait avoir raison du vote en présentiel, comme on dit, dans l'hémicycle, n'est-ce pas Thomas ? Oui, exactement, Myriam. Que se passerait-il demain pour l'Assemblée nationale en période de grave crise comme celle qu'on connaît aujourd'hui? C'est la question que se sont posées plusieurs députés. Je vous raconte. Alors depuis le début de la crise sanitaire, des députés de tous les groupes parlementaires se penchent sur cette question: comment faire fonctionner l'Assemblée nationale en période de crise sanitaire, mais pas que. S'il y avait également un incendie dans l'hémicycle, une crue de la Seine ou encore des manifestants qui empêcheraient les députés de rentrer dans le Palais Bourbon. Comment faire pour continuer de travailler malgré ces conditions? Les députés, dans leur rapport, ont fait une proposition parmi d'autres, celle d'introduire un vote par correspondance, un vote électronique lors des séances de l'Assemblée nationale. Alors, comment ça se passerait? On a posé la question au député qui remet ce rapport, le député MoDem, Sylvain Waserman. Le vote numérique ou l'utilisation des outils numériques en cas de vote pourrait s'appliquer de façon solennelle sur un ensemble de textes pour que l'ensemble des députés qui ne puissent pas physiquement se rendre dans l'hémicycle puissent tout de même exercer leur responsabilité fondamentale de vote et puissent donc se positionner sur les textes. On ne va pas voter entre une pizza et une émission de télé, on va voter dans des conditions solennelles, à une date précise, sur l'ensemble d'un texte, dès lors que les députés seraient massivement empêchés et que le fonctionnement de l'Assemblée serait massivement empêché. Parmi les autres points, on peut également lire que l'Assemblée pourrait siéger en dehors des murs. On pourrait aller où si l'Assemblée ne se faisait pas ici au Palais Bourbon? Alors évidemment, en tant qu'élu de Strasbourg, mon cœur penche pour le Parlement européen, qui est tout à fait adapté à ça. Il y en a plusieurs à l'étude, des grandes salles comme le Palais des Congrès peuvent être adaptées. La salle de Versailles n'est pas la plus adaptée, la salle du Congrès qu'on utilise et qui est parfaite pour une journée ou une après-midi, mais pas du tout pour un travail parlementaire au fil de l'eau, avec les amendements, avec les prises de parole, avec les micros et avec l'ensemble des éléments de travail qui constituent notre vie de tous les jours de députés. Alors les propositions de ce rapport font l'unanimité parmi tous les groupes du Parlement. Oui, mais voilà, il reste un point d'interrogation. Quand décider de passer l'Assemblée nationale en mode crise? Et surtout, qui décide? Pour le moment, c'est la conférence des présidents qui le décide à la majorité. Mais voilà, les groupes d'opposition aimeraient avoir plus de place dans cette décision. Certains voudraient qu'on prenne la décision de passer l'Assemblée nationale en mode crise à l'unanimité. Alors, qu'en pensent les députés? On leur a posé la question. Si demain, il y avait une autre majorité, plus incertaine, plus directive, on pourrait très bien se retrouver avec une conférence des présidents qui impose et le tempo de l'état d'urgence et le tempo d'un fonctionnement en temps de crise de l'Assemblée, qui n'est pas le fonctionnement normal. Nous pensions que les conditions de la décision devaient prévoir qu'un seul président de groupe pouvait s'opposer au déclenchement pour éviter tout risque d'abus. On l'a vu lors de la première crise en mars. Imaginez qu'on ait besoin de l'unanimité, on pourrait bloquer l'institution directement. Donc, c'est pas souhaitable. Je crois que c'était on était ce matin un petit peu dans un exercice de posture. C'est pas ce que j'ai entendu pendant nos travaux. Voilà, mais avant que ce rapport rentre en application, il faudra d'abord qu'il soit voté par les députés la semaine prochaine dans cette fameuse conférence des présidents et que les députés débattent dans l'hémicycle de cette fameuse question du vote électronique dans les prochaines semaines. Constance Le Grip, vous qui avez été députée européenne, vous êtes favorable à ces votes par correspondance du législateur? Alors, ce sont des votes à distance. Il ne s'agit pas d'envoyer une enveloppe. C'est vrai. Je pense que c'est pratiqué dans un certain nombre de pays, à titre exceptionnel, au Parlement européen en ce moment, pour que le travail des parlementaires européens puisse continuer à se dérouler à peu près correctement. Je suis favorable à ce que les choses soient extraordinairement encadrées, décidées d'une manière très concertée, que ce soit à titre exceptionnel. Il ne s'agit pas de se transformer en députés qui passeraient leur temps à appuyer sur des boutons. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut rien écarter par principe et être dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Pour faire bien fonctionner notre institution parlementaire démocratique, c'est essentiel de pouvoir envisager
évaluer avec pragmatisme et réalisme toutes les options. Et vous, Jean-Noël Barrot, alors que certains députés s'inquiètent d'ailleurs de siéger encore aujourd'hui dans l'hémicycle, parfois trop nombreux, est-ce que c'est une solution? Écoutez, moi je considère qu'évidemment rien ne peut remplacer la qualité d'un débat en personne dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cela produit de très bonnes choses et il faut le conserver. Mais néanmoins, il est absolument indispensable qu'à tout moment, la démocratie puisse continuer. Et donc, il faut que nous puissions, si des circonstances comme celles qui ont été citées... Numériser la vie parlementaire. Que nous puissions... Non, pas la numériser, mais en assurer la résilience à tout moment. Merci infiniment d'être passé sur le plateau d'LCP. C'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau Savoir-Garde. Tout de suite, votre soirée documentaire avec Jean-Pierre Grassien. Très belle soirée.